Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 8 août. Le titre du jour est « Les acheteurs persistent et signent ». En effet, j'ai été absent quelques séances. La semaine dernière, nous avons fait un point de la semaine, c'était mardi dernier. Mardi dernier, nous avons vu ensemble que le CAC 40 était en train de consolider vers ses supports, que les États-Unis se stabilisaient sur leurs supports. Nous avions vu que le pétrole était baissier et qu'il fallait qu'il opère un retournement à la hausse pour pouvoir nous donner un éventuel signal acheteur et donc se retourner. Alors qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière ? Eh bien, mardi, les US se sont fait des frayeurs, mercredi, ils se sont fait des frayeurs, mais jamais mardi ni mercredi dernier, les US n'ont cassé leur support. Donc, les indices américains sont repartis à la hausse, dans le sens naturel de la tendance de fond qui est haussière, je vous le rappelle, tous les matins dans cette émission. Donc, les indices européens, après avoir touché des supports, sont repartis à la hausse. Et le pétrole, lui, la semaine dernière, mercredi dernier, il a fait un beau chandelier de retournement sur sa moyenne mobile à 200 séances. C'était le signal haussier tant attendu par ceux qui anticipaient un rebond du pétrole et depuis, ce dernier est reparti à la hausse. Il monte depuis 4 séances consécutives et est un soutien inconditionnel au marché boursier. Voilà, je suis très content de vous retrouver. Nous sommes lundi 8 août. Nous sommes toujours dans les équilibres de marché de cet été 2016. Les indices sont haussiers, le pétrole s'est stabilisé, les métaux précieux comme l'or et l'argent sont délaissés à court terme, car le dollar est reparti à la hausse. Pourquoi le dollar est reparti à la hausse ? Tout simplement parce que les probabilités de hausse de taux ont augmenté aux États-Unis. Pourquoi ont-elles augmenté, me direz-vous ? Eh bien parce que les chiffres d'entreprise, les statistiques et notamment les chiffres du chômage de vendredi étaient particulièrement bons. Voilà donc pour cette introduction. Je suis content de vous retrouver pour les semaines à venir. Bienvenue à tous pour cette matinale et je salue également tous ceux qui regardent cette émission enregistrée sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et comme je vous l'ai déjà dit, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 évolue à proximité de son record historique à 2183 points. Les futurs sur le SP 500 sont même à 2185 points. Nous pourrions donc aujourd'hui inscrire un nouveau record historique sur le Standard & Poor's. Le Standard & Poor's est haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières. Il est sur des nouveaux records. Il n'a jamais donné de signal baissier la semaine dernière et c'est pour cette raison qu'il n'y avait aucune raison de parler de baisse ou de stratégie vendeuse. Le CAC 40, lui, il est revenu sur ses supports en milieu de semaine dernière, vers 4300 points. On avait vu en effet que le CAC 40 avait très rapidement, après le Brexit, il était monté pendant 3-4 semaines d'affilée. Il était venu chercher cette fameuse moyenne mobile à 200 séances. Il a échoué dessous à 4450. Il est revenu sur 4300 points, prendre appui sur un support journalier. Et le voilà de nouveau sous cette moyenne mobile à 200 jours. On va donc faire attention tout de même, puisqu'elle avait bloqué une première fois, elle peut bloquer une deuxième fois. Cette moyenne mobile est à 4445 actuellement et il faudrait la dépasser pour pouvoir aller plus haut.
A-t-on les conditions pour aller plus haut? Eh bien, pour l'instant, oui. Le Volatility Index, le VIX, se stabilise sous les 13 points sur des plus bas de 10 ans. Le VIX est très faible, il est synonyme d'une forte complaisance sur les marchés. Or, quand il y a de la complaisance, eh bien, les marchés ont plutôt tendance à monter. Le pétrole Brent a rebondi sur sa moyenne mobile à 200 séances, il était passé un petit peu au-dessous et puis la semaine dernière, malgré des stocks supérieurs aux attentes, eh bien, il a réussi à rebondir au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances et il enchaîne aujourd'hui sa 4e séance consécutive de hausse. Alors, j'ai une question de Anil qui me dit pourquoi le pétrole s'est retourné à la hausse la semaine dernière alors qu'il y avait une hausse des stocks. Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Les opérateurs peuvent anticiper que les stocks étaient plus forts que prévu, étaient plus importants que prévu, mais que c'était une mesure exceptionnelle. Les opérateurs peuvent également penser que la consommation de pétrole peut redémarrer. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent plaider pour cela. Il y a aussi le nombre de puits ouverts aux États-Unis. Et puis attention, il faudra que je regarde les stocks dans le détail. Mais il se pourrait très bien que les stocks de brut aient augmenté, mais que les stocks de produits distillés aient baissé. Or, si le total des produits montre une baisse, eh bien, il est normal de voir que la statistique principale que suivent la plupart des opérateurs, c'est les stocks de brut. Ils étaient supérieurs aux attentes, mais si les autres stocks de produits distillés notamment étaient inférieurs aux attentes, eh bien, cela peut contrecarrer ce chiffre. Donc, on a les US qui sont haussiers, le CAC qui redémarre dans le sens de sa tendance haussière, le VIX qui est bas, le pétrole qui rebondit. Tout ça, c'est un environnement de marché plutôt positif. Et puis, une bonne chose pour l'Europe, l'euro a échoué sur la zone des 1,12, 1,1250. Il retrouve la zone des 1,11 ce matin. C'est la médiane de son range du mois de juillet où il oscillait entre 1,10 et 1,12. Il s'est donc stabilisé et le fait qu'il soit redescendu ces dernières séances a permis aux actions européennes de surperformer. Côté actualité macroéconomique, on a eu cette nuit un recul de 5% des importations chinoises en yuan, mais les exportations augmentent de 2,9%. Donc c'est un chiffre qui n'est pas particulièrement bon, mais qui n'a pas l'air d'inquiéter les opérateurs. On notera que Deutsche Bank et Crédit Suisse ont été sortis du stock Europe 50 au profit de Vinci et ASML. Donc on voit bien ici que les bancaires allemandes ont beaucoup souffert. Deutsche Bank a perdu, je crois, plus de 60% depuis le début de l'année. Leur valorisation, leur capitalisation ont donc fondu comme neige au soleil. Et c'est cette raison qui fait que ces deux bancaires ont été sortis de l'indice Eurostoxx Europe 50. Sur un an glissant, le chiffre d'affaires du Stoxx 600 baisse de 4% contre une moyenne positive de 1% au cours des 8 dernières années. Donc si vous vous posez la question à savoir pourquoi les indices européens sous-performent, pourquoi est-ce que l'Europe est toujours à la traîne, eh bien c'est tout simplement parce que les chiffres d'entreprise, les chiffres d'affaires comme les résultats, eh bien ils sont en baisse. Concernant les États-Unis, les créations d'emplois aux États-Unis ont été supérieures aux attentes à 255 000 créations d'emplois vendredi contre les 180 000 attendus. Cela a bien évidemment soutenu les indices américains qui sont repartis vers des records historiques puisque l'économie américaine va bien selon ces chiffres de l'emploi. Et puis ça a bien évidemment soutenu le dollar américain car qui dit bon chiffre de l'emploi dit que les probabilités de hausse de taux augmentent pour la fin de l'année et cela soutient bien évidemment le dollar américain. Malgré tout, selon Morgan Stanley, la Fed ne montera pas ses taux avant 2017. D'ailleurs, quand on regarde les futurs sur Fed Funds, ils montrent une probabilité de hausse de taux de 26% pour septembre et 47% pour décembre. La question reste entière. Les États-Unis vont-ils monter une fois leur taux en 2016, tout comme ils l'avaient fait en 2015, in extremis, en fin d'année, ou est-ce que les États-Unis ne monteront pas les taux d'ici la fin de l'année, ce qui serait un désaveu de leur politique monétaire?
On va passer aux entreprises. Peu de news ce matin. Air France valide le coût de la grève à 90 millions d'euros. Total voit l'AMF valider son opération de rachat sur Saft Group. Vinci fait état d'un contrat de 1,5 milliard avec le groupe brésilien Invepar pour une autoroute au Pérou. Airbus est visé par une enquête pour corruption en Grande-Bretagne. C'est la raison pour laquelle Airbus est lanterne rouge du CAC 40 ce matin. Et puis Unicredit injecte 1 milliard d'euros dans Banque Austria. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir que l'on retrouve les matériaux de base avec ArcelorMittal et puis les bancaires avec Crédit Agricole, BNP et puis AXA dans les assurances. Donc on a vu souvent ensemble que lorsque les bancaires étaient recherchés, on était plutôt dans un marché haussier, dans un marché complaisant. Et puis vous pouvez voir qu'à part Airbus qui perd un peu plus d'1%, il y a très peu de titres ce matin qui reculent sur le CAC. On est donc bien dans un environnement de marché positif. Côté statistiques passées et à venir, donc on a eu 255 000 créations d'emplois aux États-Unis contre les 180 000 attendus vendredi. On a eu un autre point positif, une hausse de 0,3% des salaires, soit mieux que les 0,2% attendus. Et ça plaide également pour une hausse de taux à venir. Ce jour, lundi 8 août, on aura peu de chiffres d'importance. On aura l'indice Centix en Europe à 10h30, puis les permis de construire au Canada à 14h30. À noter que cette nuit, demain matin, très tôt, à 3h30, on aura les indices de prix à la consommation et à la production en Chine. Et puis côté figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, voici un triangle sur les cours de l'argent en données journalières. Et j'utilisais en fait ce triangle pour venir corroborer mes propos. L'argent est dans une tendance haussière depuis le début de l'année. Vous pouvez voir qu'on a une oblique ici qui passe par tous les plus bas du mois d'avril et puis les plus bas de fin mai, début juin, qui matérialisent une tendance haussière. Ici, vous voyez au mois de juin qu'avec le Brexit, on a eu une accélération très forte des cours de l'argent. Ici, fin juillet, on a eu un peu d'aversion au risque, donc les cours de l'argent étaient remontés. Malgré tout, l'appétit pour le risque reste fort sur les marchés. Le dollar semble repartir à la hausse. Tant que le dollar sera orienté à la hausse et les indices seront orientés à la hausse, eh bien, cela aura tendance à peser sur les métaux précieux que sont l'or, l'argent, le platine et le palladium. Or, si l'argent venait à valider cette sortie de triangle par le bas, eh bien, on pourrait connaître une consolidation en direction de l'oblique haussière de moyen terme qui est garante de la tendance de fond. Donc voilà, on a une sorte de double top sur les cours de l'argent, une configuration en triangle, et si on reste sous les 20 $ dans les séances à venir, on pourrait connaître une correction des cours de l'argent. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets et comme tous les matins, on débute avec les indices boursiers. Je ne vous cache rien, le Standard & Poor's 500, l'indice directeur américain, est haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières, en données 4 heures et en données 1 heure. Il n'y a aucune, je dis bien aucune unité de temps baissière actuellement sur l'indice américain. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on va forcément monter ? Non, pas forcément. On a ici une oblique qui passe par tous les plus hauts, sous laquelle on a reflué à plusieurs reprises, donc il va falloir faire attention. On est sur de nouveaux records historiques, mais ici, vers 2187 points, on a cette petite oblique qui passe par les plus hauts et qui pourrait engendrer une stabilisation des prix avant peut-être plus de hausse. Une chose est certaine, on a tenu le support. Le support était à 2158 points. Moi, j'étais absent la semaine dernière. Je suis juste venu sur Twitter le mercredi et le jeudi pour dire pas de signal baissier aux États-Unis, pas de stratégie baissière. Voilà, c'était mes seuls commentaires en fin de semaine dernière sur Twitter pour vous dire que puisqu'on n'avait pas cassé de support, on pouvait repartir à la hausse. Je ne vais pas, alors que je viens de rentrer de quelques jours absents, que nous sommes lundi, premier jour de la semaine, et que nous sommes sur des records historiques, passer haussier maintenant, alors que l'indice américain enchaîne sa 4e séance consécutive de hausse et que le CAC 40 se retrouve sous sa moyenne mobile à 200 séances.
Mais une chose est certaine, en données journalières, je ne peux qu'être haussier puisque l'analyse technique est haussière. Si et seulement si on a des figures de retournement en données 4 heures ou en données journalières, ou bien des cassures de support, alors on pourra parler de stratégie baissière. En attendant, tout comme depuis des semaines, voire des mois, n'attendez pas de moi de stratégie baissière tant qu'il n'y aura pas de signaux baissiers. On va passer sur les indices européens. Voici le DAX. Donc le DAX, même chose, je suis haussier puisque l'analyse technique est haussière. L'analyse technique est haussière en données hebdomadaires et en données journalières depuis le Brexit, depuis le double test ici de la borne basse du range du DAX dans lequel il est depuis 4-5 mois. On est passé de la borne basse du range à la borne haute en début de semaine dernière. On est revenu vers des supports, puis on a redémarré à la hausse dans le sens de la tendance. Nous voilà de nouveau à l'approche d'une résistance de taille, la zone des 10 475 points. Et si on casse cette zone de prix-là, on pourrait aller chercher les 10 520 points, soit les plus hauts du 4 janvier dernier. Et on pourrait même tenter d'aller clôturer le gap annuel qui a été laissé ouvert, pour rappel, ici entre 10 700 points et 10 500 points. Donc si le DAX arrive à casser la borne haute de son range, il pourrait aller chercher cette zone des 10 750, 10 800 qui se trouve ici. Donc, bien évidemment, je suis prudent, la tendance est haussière, mais nous sommes sous la borne haute d'un range, un lundi matin, avec un gap baissier sous les pieds. Donc, prudence tout de même. On pourrait très bien stabiliser, venir fermer le gap et puis éventuellement reprendre la hausse par la suite. En tous les cas, ça reste haussier, on approche d'une résistance. Si cette dernière cède, comme d'habitude, on pourra aller chercher les suivantes. Donc voilà, le S&P est haussier, le CAC est haussier, le DAX est haussier, mais ces indices vont faire face en ce début de semaine à des petites résistances. Donc il faut tout de même être prudent après 4 séances consécutives de hausse. Ici, vous voyez donc le CAC 40 a échoué sous sa moyenne mobile à 250. On en avait parlé, on avait parlé de cette éventualité, de cette anticipation. La baisse a eu lieu, on a touché les supports, on est reparti dans le sens de la tendance. Nous voilà de nouveau sur cette résistance dynamique, cette moyenne mobile. Donc si et seulement si dans les séances à venir, le CAC 40 casse les 4450 points en cours de clôture, il validerait alors la cassure de sa moyenne mobile à 200 séances et il pourrait se diriger vers 4500, 4530, voire 4600 points. Inversement parlant, si on échoue sous la moyenne mobile à 200 séances, on pourrait très bien revenir vers les 4400, la clôture d'hier qui fait potentiellement support. Si on tient ce seuil, on repart à la hausse. Si on casse ce seuil, on pourrait créer un range entre 4300 et 4450. Voilà. Donc, c'est haussier, mais prudence après 4 séances de hausse. On approche d'une moyenne mobile d'importance. Si elle est cassée et qu'on clôture au-dessus, ce sera un signal supplémentaire. Si on n'arrive pas à la dépasser, une petite respiration dessous après 4 séances de hausse n'aurait rien d'illégitime. En tous les cas, que ce soit le S&P, le DAX ou le CAC, ces 3 indices sont en tendance haussière hebdomadaire, journalière et 4 heures. Il n'y a donc aucun signal baissier pour le moment. Concernant le VIX, le voici. Le VIX, c'est l'indice de la peur. Il s'était envolé avec le Brexit. Il est retombé par la suite. On a eu des petits sursauts du VIX à certains moments quand les indices consolidaient, mais ça n'a jamais été suivi d'une accélération du VIX à la hausse. La semaine dernière, mardi, le VIX a accéléré. Mercredi, il n'a pas dépassé les plus hauts de mardi et il est retombé. C'était donc signe d'une complaisance toujours valide sur les marchés et d'un potentiel redémarrage haussier qui a eu lieu. La hausse a eu lieu, le VIX a donc continué de chuter. Le VIX se trouve non loin de ses plus bas de 10 ans. Donc oui, plus le VIX va bas, plus il serait susceptible de rebondir à un moment donné. Mais tant qu'il n'y aura pas de rebond, eh bien ce dernier reste baissier et les indices haussiers. Ne soyons donc pas dans l'anticipation, attendons de voir un signal de retournement prendre forme, que ce soit sur le VIX ou les indices. En attendant, les tendances précédentes perdurent. Ensuite, sur le marché action,
Dans les baisses, on retrouve Solocal qui digère son plan de restructuration. On retrouve Ubisoft qui consolide sa forte hausse récente. Même chose pour Derichebourg qui avait connu une belle hausse fin juillet qui consolide. Et vous voyez, dans les baisses, on retrouve que des titres qui consolident gentiment, pas de décalage baissier fort. Dans les hausses, on retrouve CGG qui rebondit sur ses plus bas des derniers mois et qui tente de s'accrocher grâce à la bonne tenue des cours du pétrole. Même chose pour Eramet qui profite du rebond du pétrole. Pour Valorec, excusez-moi. C'est plus ou moins la même chose pour Eramet, les matériaux de base qui profitent aussi donc de la baisse, de la remontée des matériaux de base et des matières premières. On retrouve aussi dans les hausses du jour les bancaires, très bonne chose. Crédit Agricole qui est venu chercher son support et qui a redémarré à la hausse. AXA qui, pareil, a bien tenu ses plus bas ici fin juin, début juillet, qui s'est fait une frayeur la semaine dernière, mais qui redémarre à la hausse. On retrouve Genfit dans les hausses du jour, ce qui montre bien que les acheteurs sont présents, puisqu'ils font même du stock picking sur des sociétés biopharmaceutiques. Eutelsat tente un rebond. Bon, je rappelle que le titre Eutelsat avait publié au mois de mai un profit warning, et c'est la raison pour laquelle le titre était si baissier, sous pression. Et puis on retrouve Natixis, Société Générale, Score, BNP Paribas. Donc on retrouve tous les assureurs, toutes les banques à la hausse, et ça c'est plutôt une très bonne chose. On va maintenant faire un tour sur les matières premières. Sur les matières premières, c'est très disparate. On a les cours du gaz qui sont dans un... On est en train de se mettre dans une sorte de triangle sur les cours du gaz. Donc on surveillera ceci. Les cours de l'or, on a un double top sur les 1367 et donc pour l'instant on a une résistance horizontale majeure qui ne passe pas. Les cours sont en train de revenir vers la moyenne mobile exponentielle à 43 périodes qui avait fait support ici à la fin juin et ici à la fin juillet. On pourrait revenir sur cette dernière vers 1320-25 $. Si on arrive à la tenir, on remonte vers les plus hauts. Si on la casse, par contre, on pourrait revenir vers les 1270 $ et la moyenne mobile exponentielle à 130 périodes. Quand on a baissé ici sur l'or, je ne sais pas si vous vous rappelez au mois de juillet, mais j'aurais bien entrevu donc une baisse supplémentaire vers cette moyenne mobile de moyen terme. Je me demande si justement on n'a pas fait cette hausse pour mieux baisser par la suite avec une hausse du dollar grâce à la probabilité de hausse de taux qui remonte. On a des marchés qui sont plutôt soutenus, qui sont complaisants, qui sont haussiers. Et tant que ce sera le cas, avec un dollar haussier, eh bien, les cours de l'or peuvent consolider en direction des supports. Concernant les bovins engraissés, je vous en avais parlé la semaine dernière et la semaine précédente. On avait vu que les bovins engraissés étaient potentiellement en train de sortir d'une tendance baissière majeure qui dure depuis plus d'un an et demi. Les cours des bovins engraissés étaient sous une oblique baissière et on a réussi à clôturer et à commencer à casser cette moyenne mobile, cette tendance baissière je veux dire, et à partir à la hausse. On a cassé les plus hauts ici de fin juin, début juillet. Donc voilà, on a un double bottom sur les plus bas, un retournement haussier, une cassure de l'oblique, une cassure des précédents plus hauts. On a donc bel et bien un retournement à la hausse qui est en train de s'opérer. Très complexe, les cours du jus d'orange. Les cours du jus d'orange étaient en tendance haussière. On avait cassé la moyenne mobile à 20 séances. On avait baissé, on était revenu la tester, on était reparti à la baisse. C'était plutôt propre. Puis là, les cours repartent violemment à la hausse. C'est très compliqué de s'y retrouver dans ce genre de configuration avec des excès haussiers et baissiers. J'ai pas grand chose à vous dire. Je le trouve actuellement illisible. Les cours du coton, après avoir testé à plusieurs reprises le support ici à 61,50, sont repartis à la hausse. On a cassé les plus hauts à 74,60 et donc on a eu un nouveau mouvement haussier dans le sens de la tendance. Ça c'est beau, c'est à noter sur les cours du maïs. Les cours du maïs ont testé leur plus bas de 2014 à 315 cents
et ont tenté de réagir. Il se pourrait que les cours du maïs aient enfin trouvé une zone de soutien tangible. Et d'ailleurs, cela pourrait se corroborer avec la bonne tenue des cours du blé sur les 400 cents. Vous pouvez voir que le blé a travaillé les 400 cents depuis un mois, qu'il ne les a jamais cassés en cours de clôture. On a clôturé le mois dernier pile poil sur les 400 cents. En ce début du mois d'août, on a pris appui sur cette zone de prix. On est en train de repartir un tout petit peu à la hausse. En tous les cas, pour l'instant, ce graphique de long terme avec un support à 400 cents reste tout à fait valide. Je vous rappelle que dans la rubrique analyse et actualité donc, du site de CMC Markets, vous avez une analyse sur le blé ici, un support pluriannuel réactif. Donc je parlais bien évidemment des 400 cents. Et puis pour ceux qui ne l'auraient pas lu, vous avez aussi une analyse ici, Standard & Poor's 500 objectif graphique. Après son record historique, ça date du 13 juillet et c'est toujours valide. J'en reviens à mes graphiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder les cours du sucre qui sont repartis à la hausse dans le sens de leur tendance de moyen terme. Donc vous voyez, on avait cassé une oblique ici, il n'y a pas eu d'accélération baissière, on s'est mis dans un petit range de court terme, on en est sorti par le haut. On a réintégré l'oblique haussière de la tendance haussière, donc tant qu'on est au-dessus de cette oblique, eh bien, ça reste aussi à moyen terme. Que ce soit sur les cours du sucre ou que ce soit sur les cours du jus d'orange, on n'est pas sur des configurations évidentes en ce moment. Vous aurez remarqué qu'il y a des périodes où j'aime bien le pétrole et l'or et d'autres où j'aime bien les matières premières agricoles. Et bien en ce moment, je pense que c'est plutôt une période pour analyser l'or et les pétroles que les matières premières agricoles qui sont un petit peu plus complexes. Concernant ces fameux pétroles dont je vous parlais la semaine dernière, j'expliquais la semaine dernière que tant qu'on était baissier sous le canal baissier qu'on avait cassé par le bas sur le Brent, c'était toujours une tendance baissière. Et puis mardi dernier, on a travaillé la MM200, on a clôturé dessous. Et mercredi dernier, malgré des stocks inférieurs aux attentes sur les stocks, on a eu un double bottom sur les 39 $, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes et on a clôturé avec un bel avalement haussier, un beau chandelier haussier. Donc ça, c'était un signal tangible de hausse, enfin, après la baisse qui durait plus de 2 mois. Le lendemain, jeudi, on a fait un pullback sur la moyenne mobile à 200 séances et on est reparti à la hausse, on a cassé les plus hauts du jour. Donc ça, c'était une validation de la hausse à 40,80. Le vendredi, on est revenu tester les 40,80, donc validation de la cassure des 40,80 et redémarrage haussier. Et aujourd'hui, nous voilà à 42 $. Alors, je vais juste faire attention aujourd'hui, car tout comme sur les indices, puisqu'il s'est passé quelque chose de positif, eh bien, j'ai tendance à être plutôt haussier, l'analyse technique également. Néanmoins, attention, le CAC et le DAX et le SP500 sont dans des tendances haussières de fond. Le pétrole, lui, il est neutre à moyen terme et il était baissier encore il y a peu. Donc sur le pétrole, je vais prendre des pincettes. Ça fait 4 séances consécutives que l'on grimpe. On est sous résistance ici à 42 $ sur le pétrole Brent. Donc un reflux des cours avant d'éventuellement casser la résistance serait tout à fait envisageable. C'est la même chose que sur les indices boursiers. L'analyse technique est haussière, mais un reflux sous résistance avant de la dépasser n'est pas du tout inenvisageable. Et puis bien évidemment, les stocks de mercredi seront très importants. Si les stocks sont en ligne ou inférieurs aux attentes et que la hausse perdure, on pourra parler de l'établissement d'un point bas de moyen terme sur les cours du pétrole. Enfin, dernière matière première que je surveille, c'est une matière première agricole, c'est le riz. Donc le riz en 2014-2015 était dans une tendance baissière, puis en 2015 il était sorti à la hausse et avait fait une magnifique tendance haussière. Ici un rebond violent de 50%. Fin 2015, on a suivi la baisse jusque début 2016 et ici à 10 cents, on avait vu la hausse jusque pratiquement 12 cents, donc 20% de hausse. Puis là, ça fait quelques semaines que le riz est reparti à la baisse. Il est sur ses plus bas annuels. Il a cassé ses plus bas de 2016. Il pourrait revenir vers ses plus bas de 2015. Et j'attendrai de voir si une réaction tangible se fait sur cette zone de prix, auquel cas on pourra de nouveau établir des stratégies haussières s'il y avait une réaction positive sur ce support. Ce n'est pas encore le cas pour le moment, donc je vous dis juste que je le surveille. Et puis, concernant les devises,
Je pense qu'il suffit de regarder une devise principalement pour savoir ce que font les autres paires, c'est le dollar américain. Mardi dernier, je vous parlais du support à 95,30 sur le dollar index, on l'a cassé, mais mercredi, on est très rapidement passé au-dessus, donc on peut dire que c'était une fausse cassure de support. Jeudi, on est revenu tester le support, on est parti à la hausse. Vendredi, avec les bons NFP, la probabilité de hausse de taux aux États-Unis d'ici la fin de l'année est remontée, et donc le dollar américain est reparti à la hausse. En effet, ici, à la fin juillet, quand on a eu le FOMC et puis les mauvais chiffres économiques, je vous ai expliqué que à court terme, le dollar pouvait baisser, mais qu'à moyen terme, on était toujours dans des bons résultats d'entreprises américains, dans des bons chiffres récemment aux États-Unis. Donc, je voyais mal le dollar complètement lâché à la baisse. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Le dollar s'est accroché, il est reparti à la hausse. À moyen terme, il est relativement neutre. À court terme, il est haussier. Et d'ailleurs, on notera que c'est une bonne chose car le pétrole monte depuis 4 jours malgré un dollar haussier. Donc vous pouvez voir que il faut plutôt regarder en fait l'aversion ou l'appétit pour le risque. L'or et le pétrole dépendent de l'appétit pour le risque. Vous avez depuis 4 séances les indices qui montent et le pétrole qui monte et vous avez l'or qui baisse. Voilà. Donc c'est pas forcément le dollar qu'il faut regarder. C'est pas parce que le dollar monte que le pétrole n'arrive pas à monter. Voilà. Donc je pense que le dollar est un indicateur avancé de la probabilité de hausse de taux aux États-Unis. Après, le pétrole, notamment ces derniers temps, il ne suit ni le dollar, ni les indices. Donc pour moi, le pétrole, il faut le trader juste en regardant l'analyse technique. Alors on va regarder rapidement les paires en dollars. On va voir que l'AUD est toujours bien orienté, il est toujours haussier, dans une tendance haussière, bien soutenue, et ce malgré le rebond du dollar américain. Donc l'AUD est vraiment très solide. Néanmoins, il est sous une zone de résistance horizontale, ici, vers 76, 60, 70, donc il faut faire attention. Ensuite, l'euro, il était parti à la hausse au-dessus des 1,12, mais très rapidement, il est repassé dessous, le dollar américain faisant un rebond. Donc on a eu une fausse cassure baissière sur le dollar, une fausse cassure haussière sur l'euro-dollar, et là, on a une sorte de, stabilisation de la situation. On a une sorte de stabilisation de la situation, de normalisation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et voilà, donc on a un range ici entre 1,0950 et 1,1250, une résistance de court terme, un support de court terme. Le support de moyen terme se trouve à 1,08, la résistance de moyen terme à 1,14, et vous voyez donc que l'euro-dollar est en plein milieu de son range. La tendance est neutre à moyen terme, la tendance est neutre en données journalières. Il n'y a donc pas plus neutre que l'euro-dollar à court terme. La livre est également très neutre, elle est partie à la hausse la semaine dernière quand le dollar s'est fait des frayeurs, et puis le dollar repartant à la hausse, elle est repartie à la baisse. On est de nouveau posé sur support sur GBP USD à 1,3080, 1,3060, 1,3080. Si on casse les plus bas des dernières séances, il y a des risques de retourner voir les plus bas annuels. Le NZD, lui, il est toujours sur ses plus hauts annuels. On assiste à des prises de bénéfices ces dernières séances. Rien d'étonnant à cela. En effet, plus tard cette semaine, on a rendez-vous avec la RBNZ, la Royal Bank of New Zealand, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Et il y a une forte probabilité, d'après le consensus, que les taux soient baissés. Or, si les taux sont baissés, cela peut faire pression sur la monnaie. Concernant l'USDK, on est toujours dans un range, et puisque le pétrole s'est repris, eh bien ça n'aide pas la paire à monter. Et puis concernant l'USD-Yen, et ça c'est un message positif, on a une tentative de double bottom ici sur l'USD-Yen. On avait rebondi une fois sur les 100 yens, ici on les a approchés, on tente de rebondir de nouveau. Tant que l'USD-Yen sera orienté à la hausse à court terme, le yen sera délaissé, ça fera rebondir le Nikkei et ce sera signe d'une complaisance, d'une confiance des opérateurs sur les marchés. Tant que l'USD-Yen ici tient ses plus bas et tente de rebondir, eh bien c'est une bonne chose pour la hausse des indices.
Voilà, donc l'analyse technique est haussière sur les indices, rien n'a changé, les indices américains sont les plus forts, haussiers dans toutes les unités de temps et surperformant les indices américains. Moins fort, mais tout de même haussier, on retrouve les indices européens, avec le DAX qui pourrait casser le haut de son range de 5 mois et connaître une nouvelle phase d'appréciation. Même chose sur le CAC 40 qui challenge de nouveau sa moyenne mobile à 200 séances. Si cette moyenne mobile de moyen terme qui fait résistance devait être dépassée, on pourrait connaître une nouvelle appréciation. Bien évidemment, si toutes ces résistances ne passent pas, on connaîtra des stabilisations. Mais tant que le VIX, la volatilité est faible, eh bien, on a des marchés qui sont plutôt haussiers. Suivez le marché action, tant qu'il est peu volatile et qu'on a principalement des hausses et que les hausses sont sur le secteur énergétique et les bancaires, c'est un très bon soutien. Concernant les matières premières, je vous invite à être très sélectif. Il y a des matières premières beaucoup moins visibles que d'autres. Point positif, les pétroles sont repartis à la hausse à court terme, mais attention, ils pourraient rapidement faire face à des résistances, donc les stocks de mercredi seront d'importance. On va surveiller le riz dans les semaines à venir sur ses plus bas de 2 ans. Et puis point positif, les bovins engraissés ont donné un éventuel signal haussier. Et le blé tient les 400 cents. Quant aux devises, eh bien les devises, comme vous venez de le comprendre, tout dépend du dollar américain. Il faut donc suivre ce dernier. Tant que le dollar est orienté à la hausse, c'est que la probabilité de hausse de taux aux États-Unis est plutôt bonne ou qu'elle augmente, et c'est donc plutôt bon pour les indices boursiers. Voilà, sur ce, c'était un déblayage de début de semaine après une absence de quelques séances pour ma part. Est-ce que vous avez encore quelques questions ? Alors Pascal me dit comment expliquer autant de création d'emplois avec un PIB en hausse de 0,8% et une baisse des profits des entreprises au deuxième trimestre. Eh bien pour ce faire, Pascal, il faut regarder les chiffres dans le détail. Je vous rappelle qu'un PIB qui ne monte que de 0,8%, c'est tout de même une hausse de 0,8% et une hausse de 0,8% pour une économie comme les États-Unis. Eh bien, c'est plutôt, même si c'est inférieur aux attentes, c'est plutôt créateur de valeur et créateur d'emplois. Je suis comme vous, Pascal, je suis dubitatif sur cette reprise américaine, mais tant que les chiffres sont bons, ça monte et c'est comme ça. J'ai répondu aux autres questions concernant le pétrole. Je vais donc répondre à Frédéric sur Parrot. Donc Parrot, on est toujours dans une belle configuration de retournement. On avait vu ensemble que le titre avait cassé son oblique baissière qui passait par tous les plus hauts ici pendant plusieurs semaines. Je vais retirer les moyennes mobiles, ce sera plus visible. Donc, on était dans une tendance baissière depuis un certain temps, on l'a cassé à la hausse, on a fait un pullback pour valider la hausse, on est reparti dans le sens de la tendance, et là, on est bien orienté. Alors, vous aurez remarqué quand on met les moyennes mobiles, notamment les moyennes mobiles à 100 périodes, c'est exactement la même chose qu'Ishimoku, et c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, on a une belle résistance ici à 15,40. C'est une résistance qui correspond à la moyenne mobile à 100 périodes, qui avait déjà fait résistance par le passé, et c'est un niveau qui correspond au haut du nuage Ishimoku. Donc là, on est à la croisée des chemins entre une tendance baissière de fond et une tendance haussière de court terme. Si on arrive à casser les 15,40, on pourrait connaître une nouvelle accélération sur le titre Parrot. Et le prochain niveau, ce serait à peu près les 16,80, 17 euros. Donc au-dessus des 15,30, les 17, sous les 15,30, on pourrait stabiliser. Le support, c'est ici la Tenkan qui monte graduellement et qui se trouve actuellement à 14,30. En tous les cas, pour l'instant, Frédéric, le titre Parrot est toujours bien orienté dans une tendance haussière de court terme. Rapidement, il faudra néanmoins casser les 15,40, mais pour ça, le titre a plusieurs séances toute la semaine. Il peut évoluer sous ce seuil et on verra s'il arrive à finalement le casser. Voilà, sur ce, on a fait un point complet de la situation. On est haussier parce que l'analyse technique est haussière. On est un tout petit peu prudent, ou du moins on reste factuel. On est haussier, mais on arrive sur des résistances.
Ça ne veut pas dire forcément qu'on va refluer ou échouer dessus. Ça veut dire que si on clôture au-dessus, ce sera des signaux supplémentaires et la hausse pourrait perdurer. Si on échoue dessous d'ici la fin de la séance, ça veut dire que les vendeurs y sont toujours présents. Ça veut dire qu'on pourrait venir combler le gap laissé ouvert ce matin par la suite et qu'il faudra attendre des catalyseurs supplémentaires pour casser la zone haute du range ici sur le DAX qui correspond à la moyenne mobile à 200 séances sur le CAC 40. En tous les cas, en l'absence de catalyseurs négatifs et de mauvaises nouvelles, impossible pour moi de vous parler de stratégie baissière. Voilà, sur ce, on a fait une belle matinale de 40 minutes. Je vous ai, j'espère, bien déblayé la situation graphique et fondamentale et les actualités. Vous pouvez me retrouver toute la journée sur Twitter. Je poste cette matinale sur YouTube. Et puis, petit à petit, je vais reprendre la publication d'analyses écrites. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit, une bonne séance. Et je vous retrouve demain, 10h tapante, pour la matinale.